Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième édition de notre webinaire consacré aux ressources humaines. En juillet dernier, nous avons traité la problématique du réengagement des équipes après le premier confinement. En octobre, nous avons travaillé le sujet de l'adaptation des organisations à cette situation de nouveau normal. Aujourd'hui, nous présentons les résultats d'une enquête pour analyser les conséquences sur le retour au bureau du télétravail massif que nous sommes en train de vivre. Comme les précédentes, cette enquête a été conçue par Jean-Philippe Théry, consultant en études clientèle et market intelligence. Jean-Philippe va vous présenter une synthèse des résultats et nous vous enverrons une présentation complète à l'issue de ce webinaire avec l'ensemble des résultats. Ensuite, ces résultats seront commentés par Christophe Müllaert au fil de la présentation, à chaque chapitre. Je ne vous fais pas le plan, Jean-Philippe vous le donnera tout à l'heure. Donc, Christophe Müllaert a récemment rejoint Agora Search pour piloter la practice industrie, énergie, mobilité et transport. Il anime également la practice consulting d'Agora Search. En fin de présentation, nous aurons un échange sur les questions soulevées par cette enquête. Je vous invite à poser les questions dès le début par écrit. Nous y répondrons en fin de séance. Nous allons tenir le timing d'1 heure, donc on termine à 14 heures. Et je passe la parole à Jean-Philippe et Christophe qui vont vous dire bonjour. Christophe, d'abord. Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode. Merci aussi de prendre sur votre temps de pause déjeuner pour participer à notre troisième épisode donc, des webinaires H. Jean-Philippe. Alors bonjour à tous, et moi je voudrais également remercier ceux qui ont participé à l'enquête, qui ont pris une quinzaine de minutes en moyenne pour y participer. Vous avez été 307. C'est parti. Vas-y Jean-Philippe. Alors c'est parti. Évidemment, je vais commencer par le sommaire. Donc, très rapidement, un petit portrait des répondants, c'est traditionnel. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet en observant le contexte du travail avant et durant la pandémie, puisque nous y sommes toujours. Nous passerons ensuite à l'évaluation du travail à domicile telle qu'elle a été faite par les répondants. Un chapitre sur l'espace de travail à domicile. Ensuite, les enjeux du présentiel en deux parties. Une partie consacrée à l'espace de travail, mais cette fois en entreprise, une autre aux réunions. Et nous terminerons par un chapitre important intitulé Manager et Management en contexte digital. Alors, un portrait des participants. Je vous le disais à l'instant, vous avez été 307 à répondre. Les 3/4 d'hommes, 1/4 de femmes. La moyenne d'âge était de 49,3 ans exactement, avec une bonne répartition sur différentes classes d'âge. Et je vous invite à observer le graphique de droite avec 60% de managers. Donc, les managers, évidemment, ce sont des gens qui ont une équipe à gérer. Vous avez la répartition du nombre de collaborateurs juste en dessous. C'est très important parce que cette notion de manager, je vais l'utiliser en permanence pendant l'étude, mais aussi celle de collaborateur. Et en l'occurrence, j'appelle collaborateurs ceux qui n'ont pas d'équipe. Donc, c'est une commodité, on va dire. Ensuite, nous avons une bonne répartition de l'échantillon en taille d'entreprise entre de grandes entreprises, des PME, des ETI. Vous avez la répartition sous les yeux. Bonne répartition également concernant le type d'employeur, avec notamment constructeurs, équipementiers, groupes de distribution, établissements financiers. Et enfin, également une bonne répartition concernant les fonctions, avec particulièrement 1/3 de répondants en direction commerciale, 1/4 direction générale, 11% marketing communication, 6% pour l'ingénierie, et je vous laisse découvrir les autres fonctions. Alors, on va entrer dans le vif du sujet en commençant par un constat du contexte de travail avant et durant la pandémie. Alors, on commence évidemment à ce qui s'est passé avant la pandémie. Vous avez sous les yeux une série de réponses avec à gauche en gris l'ensemble de l'échantillon, en rouge au milieu les réponses des collaborateurs et en vert à droite les réponses des managers. Alors, on parle du monde d'avant, et je pense qu'il ne surprendra personne si je vous dis que les 2/3 des managers disposaient d'un bureau individuel, le reste d'un open space. Les collaborateurs ont une situation un peu plus diversifiée, plus de la moitié d'entre eux étaient en open space, un petit nombre disposant d'un bureau individuel, plusieurs situations, notamment les itinérants, et on note déjà 12% de répondants parmi les collaborateurs qui travaillaient à domicile. Ensuite, s'agissant de l'expérience du télétravail, une fois encore avant la pandémie, toujours la même structure avec l'échantillon à gauche, collaborateurs au milieu
et les managers à droite. Alors, ce qu'on constate, c'est que pour la plupart des gens, quel que soit le profil, l'expérience du télétravail, elle était plutôt ponctuelle. Et on avait déjà un tiers de collaborateurs qui en avaient une expérience régulière et un quart de managers. S'agissant cette fois des confinements, donc vous avez ici les deux périodes de confinement. Je commence par celle qui est à gauche, qui n'est pas détaillée, c'est l'ensemble de l'échantillon, parce que la situation est extrêmement claire, et on le sait, ça ne surprendra personne, il y a eu un recours massif au travail à domicile, pour les deux tiers de l'échantillon. Et vous voyez que ceux qui se partageaient entre le travail à domicile et le travail présentiel sont beaucoup moins nombreux, ils n'étaient que 17%. Quand on passe au deuxième confinement, avec l'ensemble de l'échantillon représenté en mauve, on observe très rapidement qu'il y a eu un certain retour au bureau. Alors, pas tout le monde, on a encore 37% des gens qui étaient à 100% en travail à domicile, mais on en a autant qui se partageaient déjà entre le domicile et l'entreprise. Avec une différence, s'agissant des collaborateurs, des managers, et ce qu'on observe, c'est que ceux qui ont eu une tendance à revenir au bureau plus que les autres, eh bien, ce sont plutôt les managers. Christophe, je crois que tu as quelques commentaires à ce sujet. Oui, en effet. Alors, quelques commentaires sur le contexte avant et durant la pandémie. Bon, déjà, une réponse un peu stéréotypée quand on parle du monde d'avant. En gros, des managers en bureau fermé, des collaborateurs en open space et un recours massif donc au télétravail. Depuis, les systèmes qu'on pourrait appeler d'hybrides se mettent en place. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer demain à l'heure du nouveau normal. L'expression même du nouveau normal laisse clairement entendre qu'on ne reviendra pas forcément à la situation antérieure, mais le nouveau normal ne sera pas non plus la simple continuation de la situation que nous connaissons aujourd'hui, notamment s'agissant de l'articulation entre le présentiel et le distanciel. Et ça, c'est le vrai sujet. Et pour faire un lien avec AutoActu, nos automobiles passent à l'hybride, nos organisations, nos managers aussi. C'est ce que l'on va voir tout de suite dans les résultats de l'étude. Alors, nous parlions de la situation. On va maintenant voir de quelle façon cette situation-là est évaluée par les différents répondants, avec notamment les avantages et inconvénients du travail à domicile. Et je commence bien sûr par les avantages. Alors, vous avez sous les yeux une structure de questions qu'on va retrouver tout au long de l'enquête et qui fonctionne de la façon suivante. Il y avait un certain nombre de réponses possibles proposées aux répondants à différentes questions, avec la possibilité de choisir une, deux ou trois réponses. Alors, c'est important d'abord parce qu'effectivement, vous verrez que les totaux ne sont pas égouassants, ils sont évidemment plus importants. Ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre que ce n'est pas parce qu'un item n'a pas été choisi qu'il n'est pas important. Ça veut dire simplement qu'il n'est pas dans la priorité, et pour être très clair, dans le top 3 de ceux qui ont répondu. Donc, ce type de question sert évidemment à mettre l'exergue sur des priorités. Je commence là avec donc les avantages liés au télétravail tels qu'ils ont été conçus par les collaborateurs. Donc, les 40% d'échantillons qui n'ont pas d'équipe à manager. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Si on observe les 3 premiers items, ces avantages, ils sont axés sur l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. Le premier d'entre eux, d'ailleurs, un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Avec un impact positif sur l'activité professionnelle, on voit en deuxième position, quasiment au même niveau de réponse, les collaborateurs considèrent que le télétravail se traduit par une productivité accrue. Et donc, évidemment, là, on parle du travail. Et juste en dessous, c'est une plus grande autonomie. C'est quelque chose qu'on a déjà vu sur nos enquêtes précédentes. Cette idée que le télétravail, évidemment, apporte en autonomie. Évidemment, on parle là aussi bien de l'aspect professionnel que de la vie personnelle. Deuxième élément, tout ce qui a trait au temps. Alors ça, on le sait, on l'a vu également dans nos enquêtes précédentes. C'est assez évident. Le télétravail, ça permet d'avoir beaucoup plus de temps. C'est le temps qu'on ne passe pas dans les transports. Et qu'est-ce qui se passe avec ce temps? D'abord, ça permet une certaine flexibilité. On peut choisir ses horaires de travail. Et puis, on va reverser, entre guillemets, ce temps disponible, ce nouveau temps disponible, soit en temps de travail, soit en temps de vie personnelle. Et évidemment, ça se fait différemment suivant chacun. Alors, je vous mets ici les réponses, cette fois des managers qui sont à droite. Je vous ai laissé à gauche parce qu'on va les comparer, les réponses des collaborateurs, et donc à droite en vert, les réponses des managers, sachant que les propositions qui étaient faites, les propositions de réponse, étaient un petit peu différentes entre les deux populations. Alors, qu'est-ce qu'on observe? La première chose, et ce n'est pas tout à fait habituel, on va commencer par tout en bas. Je vous invite à regarder la réponse, rien de tout cela. Il est possible
Certaines personnes, évidemment, peuvent ne pas s'y retrouver dans la liste proposée, et donc on met toujours un item qui leur permet de dire « non, rien de tout cela ne m'agrée ». Habituellement, on a un niveau de réponse qui est très faible, et là, regardez, un tiers des managers nous disent en gros qu'ils n'ont pas trouvé d'avantages au télétravail, ou tout du moins, ils n'ont pas retrouvé dans la liste des avantages ceux qu'ils pourraient lui attribuer. Donc, ça devient un résultat. C'est très important de le signaler. Deuxième commentaire, on remonte cette fois tout en deux graphiques. Un tiers des répondants considèrent que le télétravail se traduit par plus d'autonomie pour leur équipe. Alors, c'est intéressant parce que là-dessus, on peut dire qu'il y a un accord entre managers et collaborateurs. En revanche, sur la suite, on a une vision plus différente des choses, notamment en ce qui concerne les notions de productivité et d'efficacité. Alors, je vous le disais un instant, les collaborateurs considèrent que le télétravail se traduit par plus de productivité. Eh bien, les managers ne sont pas tout à fait d'accord, ou du moins pas au même degré, puisqu'ils sont un tiers par rapport aux collaborateurs à citer une productivité accrue pour mon équipe. En revanche, ils citent fortement les réunions plus efficaces. Et là, c'est un item qui, à l'inverse, a été beaucoup moins cité, 2 fois moins cité par les collaborateurs. Donc, une vision différente entre les deux populations, les notions d'efficacité et de productivité. Autre élément important, s'agissant de ce qu'on peut considérer comme des bénéfices individuels du télétravail, on a vu qu'ils étaient fortement cités par les collaborateurs, ils le sont beaucoup moins par les managers. On voit par exemple des items comme un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, plus de temps disponible pour moi et mes proches, qui sont moins cités. Et on remarque au passage que celui qui est le plus cité a trait au travail. C'est la possibilité pour les managers d'effectuer tout le travail qui, justement, ne consiste pas à manager. Donc, plus de temps pour traiter mes emails et autres tâches. Je passe cette fois aux inconvénients liés au télétravail, exactement la même structure de questions et de réponses. Donc, on commence par les collaborateurs. Et là, on a un niveau de réponse extrêmement élevé. Sur ce type de questions, c'était assez exceptionnel. 65% des répondants, donc les 2 tiers, évoquent le manque d'échange avec leurs collègues. Donc là, on a la question du lien social, le manque de lien social qui est posé et qui touche également la relation avec le manager. Il y a 22% des réponses qui ont trait donc, à la relation, le manque d'échange avec mon manager. Autre élément important, le télétravail a évidemment un impact sur la vie domestique et se traduit par un surcroît de travail à la maison, qu'il s'agisse bien sûr de préparer les repas, par exemple, ou de nettoyage. Troisième élément, et on revient sur la notion de temps qui a été évoquée tout à l'heure, avec un télétravail qui se traduit par un temps de travail accru, mais considéré là comme un inconvénient, parce qu'après tout, certains pourraient le considérer comme un avantage, j'ai plus de temps pour travailler. Là, c'est bien considéré comme un inconvénient par un quart de l'échantillon, et trop de réunions en ligne, également citées par un quart des collaborateurs. Alors, ça tombe bien, puisque si je passe cette fois au manager, ce trop de réunions en ligne, c'est précisément l'item qui est le plus cité par les managers. Et là, vous voyez qu'on a une différence très importante. Il est plus de 2 fois plus cité par les managers que par les collaborateurs. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant. On a une question tout à l'heure, on va y revenir, sur l'évaluation du temps relatif passé en réunion. Alors, on verra qu'il est un peu supérieur pour les managers, notamment pour une catégorie d'entre eux, mais sans doute pas au point de justifier cette différence de perception. Donc là, on a bien une différence de perception importante entre managers et collaborateurs sur ces notions de temps. Deuxième élément, la question du lien social, qui est également fortement mentionnée par les managers, mais de façon un petit peu différente, évidemment, par rapport aux collaborateurs. D'abord, ce qui leur manque, c'est le contact avec leurs collaborateurs, 44% d'entre eux. Et là, vous voyez que, de certaines façons, entre guillemets, il y en a qui manquent plus qu'aux autres, puisque le manque d'échange avec mon manager n'est cité que par 22% des collaborateurs. Et puis, évidemment, un manque d'échange avec ses pairs pour 40% d'échantillons. Alors, au bout, une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a pesé le pour et le contre du télétravail, du travail à distance chez les collaborateurs managers, qu'est-ce qu'on souhaite pour l'avenir? À gauche, les collaborateurs, à droite, les managers. Alors d'abord, on va noter qu'on a une proportion des répondants qui ne souhaitent pas continuer en télétravail, mais ils sont minoritaires. De façon majoritaire, il y a un vote en faveur du télétravail. Ils sont 11% chez les collaborateurs, mais 2 fois plus chez les managers. Donc, ça, c'est important de souligner. Les managers, à 80%, appuient le télétravail dans l'après-Covid, mais il y a quand même 1 sur 5 d'entre eux qui montrent une résistance au télétravail. Ensuite,
en termes de durée, et ça, on l'avait vu dans les enquêtes précédentes, il y a toujours quelque chose qui se passe autour de la durée des 2 jours. Il y a une espèce de concentration sur une demande de télétravail sur 2 jours par semaine, mais avec peut-être 2 jours ou un peu plus pour des collaborateurs. Vous voyez qu'ils sont quand même 27% à souhaiter 3 jours, ou 2 jours et un peu moins pour les managers. Christophe, je te laisse la parole. Oui, alors, pour préparer demain, il est quand même bon d'évaluer un peu les forces et faiblesses du contexte, du télétravail. Donc, bon, en résumé, le travail à domicile s'impose dans une majorité comme une évidence. Il est plébiscité, il est désiré même par une grande majorité de répondants, que ce soit d'ailleurs des collaborateurs comme des managers, même s'il y a encore des réticents. Et avec un rythme, comme tu le disais, de plus ou moins, d'ailleurs plus 2 jours côté collaborateur et plutôt moins de 2 jours côté manager. Il est perçu différemment selon que l'on est manager ou collaborateur. Et il faudra donc lever les résistances, concilier les intérêts entre les uns et les autres et faire toucher du doigt les avantages, notamment en termes de productivité. Il pose évidemment des problèmes spécifiques aux managers qui peuvent être tiraillés entre l'intérêt pour eux, ce sont des collaborateurs, et puis l'impact dans la façon dont ils vont ou dont ils managent. Avec des collaborateurs pour qui, en fait, le télétravail a créé de nouvelles habitudes, de nouvelles demandes, voire de nouvelles exigences. Nos expériences en la matière, en accompagnement à la transformation, le montrent assez bien. C'est finalement au retour en nombre des collaborateurs que les problèmes apparaissent et il serait probablement bon d'anticiper. C'est dans ce contexte qu'il va falloir faire du télétravail un levier de transformation et de performance. Alors, je vous propose maintenant de vous rendre au domicile des télétravailleurs et de voir un petit peu ce qui se passe de leur point de vue chez eux. Alors d'abord, ils sont 60% à disposer d'un espace de travail dédié à 100%. Donc un espace de travail entièrement dédié au télétravail. 19% à disposer d'un espace partiellement dédié au télétravail, et partiellement, on entend par là principalement question de temps. C'est-à-dire que cet espace-là est dédié au télétravail, mais pas tout le temps, il n'est pas tout le temps disponible. Et puis 21% qui ne disposent pas d'un espace dédié pour le télétravail. Alors, on a cherché à savoir d'abord quel était le niveau de satisfaction des télétravailleurs précisément vis-à-vis de leur espace de travail. Et je commence par ceux, les 60% qui disposent d'un espace dédié à 100%. Et vous le voyez, ce sont des gens qui globalement sont satisfaits de leur espace de télétravail, ils sont satisfaits à 96%, ce qui est extrêmement élevé. Et il y en a même 50%, plus de la moitié, qui indiquent être très satisfaits de leur espace de télétravail. S'agissant cette fois de ceux qui disposent d'un espace de télétravail, mais de façon partielle. Alors, ils restent en majorité satisfaits. On a 2/3 de satisfaits, mais on voit tout de suite qu'on a beaucoup moins de très satisfaits. Et surtout, on a 1/3 de nos répondants qui indiquent être plutôt insatisfaits de leur espace de télétravail. Donc, le premier élément, ça paraît évident, mais c'est bien de le souligner. Le fait de disposer d'un espace entièrement dédié au télétravail a évidemment un impact sur la satisfaction à l'égard de cet espace-là. Ensuite, on a cherché à savoir de quelle façon on pourrait améliorer cet espace de télétravail, et s'agissant évidemment de ceux qui en disposent, que ce soit à 100% ou de façon partielle. Alors, une chose importante à souligner, c'est qu'ils ont tous répondu et presque au même niveau. C'est-à-dire que ceux qui sont satisfaits, très satisfaits, fournissent également des réponses, un petit peu moins que les autres, évidemment, mais ils répondent quand même de façon assez active. Et qu'est-ce qu'on observe? 3 items qui se détachent. Le premier, qui est le plus cité et de loin, c'est une chaise de bureau ergonomique. Ensuite vient un écran, qu'il s'agit d'un écran supplémentaire ou plus grand, et enfin une connexion Internet de meilleure qualité. Alors, ce qu'on peut dire sur ces 3 items, eh bien, c'est qu'il s'agit, on va dire, de biens meubles ou immatériels s'agissant de la connexion Internet. Donc, a priori, des choses qui sont relativement faciles à obtenir, des soucis qui sont faciles, auxquels il est facile de remédier. Mais il ne faudrait pas pour autant négliger les réponses qui touchent à quelque chose de plus dur, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que ces réponses-là ont un impact plus fort en matière d'insatisfaction. Autrement dit, ceux qui se déclarent insatisfaits, le tiers des 19%, ont tendance à désigner beaucoup plus ces items-là. Et là, on parle de quoi? On parle de l'espace physique, qu'il s'agisse de son cloisonnement avec le reste du domicile, et on comprend bien que c'est un item important, ou tout simplement de l'espace disponible, qu'il s'agit de l'espace pour le télétravailleur ou l'espace de rangement.
Ensuite, on leur a demandé, à nos répondants, ce que leur entreprise avait fait pour eux de ce point de vue. Et là, la réponse est tout de même assez éloquente. Dans 70% des cas, il ne s'est rien passé. L'entreprise n'est pas intervenue pour améliorer l'espace de télétravail. Et pour ceux qui sont intervenus, on est essentiellement sur du matériel informatique, donc on peut imaginer qu'il était déjà disponible en entreprise et qu'il a été emmené au domicile par les télétravailleurs. On a également cherché à savoir ce que les télétravailleurs eux-mêmes avaient fait chez eux en matière d'investissement. Et la moitié d'entre eux ont investi. Et on retrouve une grande cohérence avec les items qui ont été cités tout à l'heure comme items possibles d'amélioration, à savoir du mobilier, évidemment, là-dedans on va compter la chaise ergonomique, connexion Internet et un écran additionnel au plus grand. Et je souligne au passage qu'un quart des répondants, donc la moitié de ceux qui ont investi sur du matériel informatique. Christophe ? Oui, alors les enseignements après un an de pandémie, comme vous pouvez le voir, on passe encore un peu de temps sur la partie télétravail parce qu'elle va conditionner quand même pas mal le reste. Le sujet, c'est bien le présentiel. Bon, ce qu'on voit, c'est que les collaborateurs au sens large, donc managers y compris, quand ils sont bien installés en télétravail, sont satisfaits, voire très satisfaits. Évidemment, les moins bien installés sont moins satisfaits et d'ailleurs reviennent plus facilement en entreprise, vous l'aurez probablement constaté. Bon, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il existe des solutions faciles finalement à mettre en œuvre, somme toute assez peu onéreuses, probablement finançables par les économies générées par les installations et la réduction des surfaces, etc. On l'a vu, des choses assez simples comme une chaise, des écrans, de la connexion au débit. Pour ceux qui sont moins bien installés, voire pas bien installés du tout, il va falloir probablement se creuser un peu plus les méninges. Et en fait, il n'y a pas vraiment de réponse. Il est difficile d'envisager une réponse unique. C'est finalement la flexibilité qui va devenir un peu la règle. Alors, comment on peut aider les collaborateurs, et encore une fois, au sens large, managers inclus, qui doivent travailler dans un domicile qui n'est pas prévu pour ça? Finalement, peut-être qu'un nouveau métier va voir le jour, celui de conseiller ou de consultant en aménagement, en installation à domicile. De même que, est-ce que le travail à distance doit uniquement s'envisager à domicile? Je note que certaines mairies commencent à proposer des espaces à leurs administrés pour travailler à distance en dehors de leur domicile. Et puis la dernière question, faut-il imposer le travail à distance à tous? La question reste posée, on essaiera d'y répondre un petit peu plus tard. Je vous coupe, Jean-Philippe, je te coupe. Oui. On a prévu un sondage. Annika, si tu peux envoyer. Donc, on vous invite à nous répondre. C'est une question simple, par oui ou par non. Le sondage est ouvert pendant 1 minute, je crois. Alors oui, Florence, peut-être qu'on peut lire la question. Donc, selon vous, si tu veux, votre entreprise est-elle prête pour l'organisation hybride de demain? Donc, c'est une réponse oui ou non. Annika, que je n'ai pas présentée, elle est à la technique. C'est grâce à elle que tout fonctionne. Elle va nous donner les résultats du sondage quand il sera clos. Annika? Et voilà, c'est fini. Alors, les résultats, tu nous les montres? Ah ben, bien. Bon, voilà une bonne surprise. Notre panel est prêt. On Alors, continue? 86% des répondants nous indiquent que leur entreprise est prête pour l'organisation hybride de demain. Donc, voilà une bonne nouvelle. Il y en a tout de même 14% qui répondent non. Alors, je reprends donc, le fil de la présentation. Et cette fois, on va effectivement s'intéresser aux enjeux du présentiel. Alors, nous étions à l'instant au domicile des télétravailleurs. On va se rendre cette fois, pour commencer, dans l'espace de travail en entreprise. Alors, première question. Il s'agissait cette fois de savoir ce que les entreprises avaient fait, quelles mesures ont été prises par les entreprises concernant l'aménagement de l'espace physique, cette fois, bien entendu, de l'entreprise. Alors, pour 44% des répondants, rien ne s'est passé de ce point de vue. Un tiers indique que les entreprises ont procédé à des aménagements concernant l'espace de pause, donc l'espace où on prend son café, où on prend son déjeuner. Ce qu'on peut imaginer de ce point de vue, c'est qu'il s'agit, on va dire, de mesures réactives, de mesures liées à l'urgence sanitaire, où il a fallu s'adapter aux normes sanitaires, donc qu'il s'agisse du taux d'occupation ou de la mise à disposition, par exemple, de gel hydroalcoolique. Mais on a malgré tout un certain nombre d'entreprises qui ont procédé à des aménagements plus lourds. Quand je parle d'aménagements plus lourds, on parle notamment de réduction, qu'il s'agit de réduction des superficies, de réduction du nombre de bureaux disponibles, etc. Alors attention, évidemment, on est sur du multi-réponse, il ne s'agit pas de cumuler les réponses. Il est très probable que ces entreprises qui ont procédé à des ajustements entre guillemets plus lourds
ont pris une bonne partie de l'ensemble des mesures qui étaient dictées sur le graphique. S'agissant cette fois du souhait des répondants concernant les aménagements entreprises, mais cette fois les aménagements qui doivent être effectués après la pandémie, eh bien, se détachent particulièrement des mesures qui sont des mesures qui visent, on va dire, au bien-être des employés. Et la première d'entre elles est extrêmement intéressante. Il s'agit de la mise en place d'espaces individuels pour s'isoler, par exemple pour téléphoner. Alors ça, c'est important parce qu'évidemment, ça pose beaucoup de questions par rapport aux open space. Ce qu'on imagine également, c'est que demain, ces entreprises qui vont prendre un certain nombre de mesures prendront des mesures de réduction. Et donc, dans cette perspective, eh bien, il y a une demande, il y a une revendication pour garder la possibilité d'un espace privatif et de s'isoler. Mais on parle également de réaménagement des espaces de pause et d'une augmentation du nombre de salles de réunion, ce qu'on comprendra très bien quand on sait à quel point il est parfois difficile de trouver une salle de réunion. Autre point important, il s'agit en l'occurrence dans la liste des mesures qu'on peut considérer comme étant les moins intrusives. Deuxième thème lié au présentiel, le thème des réunions. Alors, j'évoquais cette question tout à l'heure. On a cherché à savoir quel était le temps passé par les répondants en réunion. Le terme même de télétravail, il fait allusion. On pense souvent aux réunions quand on parle de travail à distance ou télétravail. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que pour 2/3 des répondants, le temps consacré aux réunions est de 50% ou moins du temps de travail. J'admets que j'étais un petit peu surpris par cette réponse parce qu'une fois encore, quand on parle de télétravail, on a cette image des gens connectés en réunion. Et donc ça, c'est important de souligner. On voit bien ici que le télétravail, ce n'est pas que du travail en ligne. Et d'ailleurs, le terme le plus approprié, c'est sans doute celui de travail à distance. On note également une différence entre collaborateurs et managers, mais qui n'est pas si importante que ça, puisque la proportion de gens qui passent jusqu'à 50% de leur temps en réunion est de 78% chez les collaborateurs et 65% chez les managers. En fait, la différence, elle se situe sur une partie des managers. Vous voyez sur la tranche, de 50 à 75% du temps de travail consacré en réunion, on a là une partie des managers qui passent beaucoup de temps. Alors, une fois encore, il y a une différence, mais cette différence ne justifie pas à elle seule, de mon point de vue, la différence de perception qu'on a évoquée tout à l'heure sur les inconvénients liés au télétravail. Et je vous rappelle que les managers étaient 57% à citer l'excès de réunions en ligne comme étant l'inconvénient principal du télétravail. Alors cette fois, il s'agit de comparer les avantages des réunions présentielles par rapport aux réunions en ligne. Alors attention, un détail qui a son importance, on parle ici de l'ensemble de l'échantillon. Jusqu'ici, je vous ai montré les collaborateurs à gauche, les managers à droite. Là, ce n'est plus le cas. C'est bien les réponses cumulées des collaborateurs et des managers qui sont considérées. Alors, s'agissant de ces avantages, les plus cités sont les avantages qui concernent l'interactivité. C'est-à-dire que, évidemment, les réunions présentielles permettent à chacun de s'exprimer, 45% d'échantillons. Elles sont également plus agréables, et on peut le comprendre pour celui qui présente, qui évidemment se trouve face à un public et non pas face à un écran. Et puis, ça concerne aussi les réunions en bilatéral. Quand il s'agit d'échanger en tête-à-tête avec son manager, on comprend bien que la réunion présentielle paraît plus adaptée. Autre élément important, pour un certain nombre de répondants, les réunions présentielles sont plus adaptées quand il y a un enjeu. Et quand il y a un enjeu, il s'agit par exemple de prise de décision. Donc pour un tiers des répondants, il s'agit également de mieux gérer les conflits, pour un quart des répondants. Et d'une façon générale, on a également quasiment un quart des répondants qui considèrent que les réunions présentielles sont plus efficaces que les réunions en ligne. En revanche, et si on s'intéresse cette fois aux inconvénients liés aux réunions présentielles, qui sont donc à droite, on parle là des questions d'organisation. Et c'est assez net. Les réunions présentielles, elles ont tendance à démarrer souvent en retard pour plus de la moitié de l'échantillon et elles durent plus de temps pour la moitié de l'échantillon. S'agissant cette fois de l'avenir de ces réunions, de ce qu'on souhaite pour demain quand on en aura fini avec la pandémie. Donc là, on a une question un petit peu différente. Il s'agissait de propositions. Vous voyez la première, par exemple, il est indispensable de revenir à des réunions à 100% présentielles. Et donc, les répondants exprimaient leur niveau d'accord ou de désaccord avec ces propositions. Donc, en vert foncé, tout à fait d'accord, en vert clair, plutôt d'accord, en orange, plutôt pas d'accord, et en rouge,
pas d'accord du tout. Alors, qu'est-ce qu'on constate? S'agissant précisément de l'item que je viens de citer, donc il est indispensable de revenir à des réunions à 100% présentielles, donc en quelque sorte des vraies réunions présentielles. Vous voyez que 70% des répondants sont en accord avec cette affirmation, et donc on sent bien que de leur part, il y a un désir de revenir à des réunions présentielles, et des réunions présentielles qui concernent tout le monde. Mais si on s'intéresse aux deux items suivants, lorsque la crise de la Covid-19 sera terminée, on assistera à un grand retour des réunions présentielles, ou à l'inverse, les réunions présentielles n'existeront plus, elles seront mixtes entre présentiel et en ligne. Qu'est-ce qu'on constate? Dans les deux cas, on a en gros un accord de la moitié des répondants. Donc, ce qu'on sent bien, c'est qu'il y a un désir de réunions présentielles, de vraies réunions présentielles qui réunissent tout le monde, mais on est un petit peu moins sûr sur le fait que celles-ci se produisent de façon effective. Christophe? Oui, alors, s'agissant du présentiel, bon, on a vu l'importance des conditions plutôt matérielles pour le travail à distance en entreprise. C'est autant l'organisation du travail, son animation, que la refonte des espaces physiques qui sont à repenser. On a deux thèmes qui apparaissent clairement, l'espace physique, et dans la mise en place de FlexOffice, par exemple, ça sera évidemment important. Et on note que la première demande exprimée, ce sont des espaces pour s'isoler. C'était un peu une surprise, et en même temps, ce n'en est pas une. Bon, d'une part, elles ne sont pas forcément été toujours très présentes dans les open space, mais pourquoi, en fait, si on se pose la question, c'est qu'elles permettent de préserver le bien-être. Donc, attention, au moment où les entreprises sont tentées de réduire les coûts et les surfaces, il faudra probablement y penser. Le deuxième thème qui apparaît, c'est l'organisation des réunions. Et on y est resté un bon moment parce qu'effectivement, c'est assez central. Probablement que l'objectif de demain, ça sera justement d'organiser ces réunions en fonction des objectifs et pas seulement ou plus seulement des agendas. Et on a donc deux modes pour les gérer et les animer qui présentent chacune des avantages. L'un plutôt pour informer, l'autre plutôt pour créer, pour réfléchir, pour brainstormer, pour décider. Et puis, une troisième, hybride, qui reste encore à inventer. Cette dichotomie entre le présentiel et le virtuel repose finalement deux questions. Un, le temps passé en réunion, un stéréotype bien français, si vous me permettez. Et puis, le travail en équipe, qui traditionnellement et depuis pas mal de temps était très valorisé en entreprise. Si on compare au travail individuel, et on en voit les vertus, notamment par la mise en place donc, du télétravail, notamment pour sa productivité. On y reviendra. Je peux vous interrompre? Bien sûr. On a eu un participant qui nous a posé une question pour savoir si les collaborateurs étaient prêts. Annika prépare un nouveau sondage. Pensez-vous que vos collaborateurs sont prêts? On a vu que les entreprises l'étaient dans le sondage précédent. C'est une très bonne question, en effet. Oui, j'aime beaucoup cette question. Je vais demander à ce monsieur de travailler avec moi pour concevoir les questionnaires. C'est une très bonne question. Annika, on a encore du temps? Encore 30 secondes. Alors, j'en profite, si tu me permets, Florence, juste pour signaler que ce que je vous présente, c'est en quelque sorte un extract. Ce n'est pas l'intégralité des réponses que nous avons obtenues sur cette enquête, que vous retrouverez sur le document. Eu égard au temps disponible, on a évidemment choisi un certain nombre de réponses et vous pouvez retrouver l'intégralité de ces réponses sur le document. Et puis, bien entendu, nous sommes à votre disposition lorsque vous aurez ce document en main pour répondre aux questions qui pourraient se poser. Bon, on a la même réponse. Oui, si je ne me trompe pas. On est oui, c'est exactement pareil. Très intéressant. Donc, les collaborateurs sont prêts. Juste pour répondre aussi à une question qui nous a été posée, vous aurez la présentation, si on a votre adresse mail, bien sûr. Normalement, on devrait l'avoir. Et vous aurez aussi le replay. Jean-Philippe, tu peux reprendre la main. Alors, j'en viens à la dernière partie, extrêmement importante, puisqu'on va parler des managers et du management en contexte digital et, bien entendu, eu égard également à cette question du présentiel. Alors, la première question, il s'agit de savoir quels sont les principaux impacts qui affecteront les managers suite à la crise du Covid-19. Eh bien, on a un taux de réponse qui est important. Vous voyez ici qu'on a des réponses, un certain nombre d'items avec un taux de réponse important. L'impact de la crise sur le rôle des managers est indéniable. Et je vous invite à regarder le troisième item, une modification profonde du rôle du manager. On a 39% des répondants qui le citent, c'est extrêmement important. Chose importante à signaler, les collaborateurs le citent plus encore que les managers eux-mêmes. 52% contre 30%.
Alors évidemment, il est toujours un petit peu plus difficile de se remettre en cause soi-même, ce qui peut expliquer cette différence sur les réponses donc, entre collaborateurs et managers. Évidemment, cette modification du rôle du manager, ça touche beaucoup à la relation entre manager et collaborateur, et ceci considérant que cette situation a généré évidemment de nouvelles attentes de la part des collaborateurs. C'est un item qui est cité à hauteur de 43%. Et ça suppose évidemment une modification de la relation entre collaborateurs-managers, notamment s'agissant de la façon d'évaluer ces collaborateurs, cité à 38%. On comprend bien que quand les collaborateurs ne sont plus en présentiel en permanence, eh bien, il va falloir probablement trouver une nouvelle façon de les évaluer. Au bout, tout ça se traduit, et c'est l'item qui est le plus cité, par la nécessité d'acquérir de nouvelles compétences, à 47%. Alors là, c'est intéressant parce que les managers ont cité cette réponse au même niveau que les collaborateurs. Donc, s'ils reconnaissent un peu moins la modification profonde de leur rôle, ils considèrent néanmoins cette nécessité d'acquérir de nouvelles compétences. Ce qui est important, c'est de dire que cette perception, elle se traduit plutôt par un renforcement du rôle de manager que par un affaiblissement. Et vous avez les réponses sous les yeux, 24% contre 6%. Ça se traduit également probablement par une charge de travail accrue. Et pour certains, il existe le risque d'une diminution du nombre de managers. Deuxième question, il s'agit cette fois d'une question qui a trait aux actions spécifiques que les managers vont devoir mettre en place dans l'après-Covid, donc on peut qualifier de nouveau normal. Alors, j'ai un petit peu modifié les choses cette fois-ci, je vous ai mis directement les réponses des collaborateurs à gauche et des managers à droite, donc je vous fais la comparaison de façon immédiate. Alors, la première action concerne le lien social. On retrouve ce thème du lien social, on l'a vu tout à l'heure sur plusieurs questions. On sait qu'on l'a vu beaucoup également sur les enquêtes précédentes qu'on a organisées, avec une notion importante, c'est celle de l'informalité. Et cette question de l'informalité, elle était apparue très fortement sur la deuxième enquête. Et vous voyez ici qu'on a un accord très net entre collaborateurs et managers sur le sujet. Deuxième élément important, il y a une nécessité de redéfinir les règles et une demande de formalisation. Définir avec les collaborateurs des règles de fonctionnement entre présentiel et travail à distance. Donc, c'est une définition participative, il s'agit de le faire avec les collaborateurs. Ce qu'on constate, c'est que cette demande-là, elle est plus fortement exprimée par les managers à 47% que par les collaborateurs à 33%. Troisième élément, il s'agit là sans doute de gérer les conséquences de la pandémie. On sait que la pandémie en elle-même et les deux confinements successifs ont eu des impacts, et donc il s'agit de monitorer le moral de ces collaborateurs, cité par un tiers des collaborateurs et par un tiers également des managers. Autre élément, et qui là encore se réfère au résultat d'une étude précédente, où on avait identifié le risque de travail en silo, c'est-à-dire qu'en gros, la communication s'était bien établie au sein de l'équipe, mais avec sans doute une perte de communication avec les autres entités de l'entreprise. Donc, on retrouve cette idée-là ici, un peu plus fortement chez les managers, maintenir le lien avec les autres équipes, départements et directions de l'entreprise. Et donc, probablement, d'ailleurs, rétablir ce lien qui a pu être affecté pendant la pandémie. Enfin, dernier point, et c'est logiquement plus cité par les collaborateurs que par les managers, il s'agit aussi de donner davantage de feedback individuel. On comprend bien que quand il s'établit une distance physique, eh bien, il peut y avoir une demande de ce point de vue. Cette question ensuite concerne cette fois uniquement les managers. Donc, ce sont les managers qui répondaient et on leur a demandé quelles étaient leurs attentes prioritaires à l'égard de la direction générale dans le contexte de l'après-Covid, donc du nouveau normal. Eh bien, regardez ce qui se passe, et ça c'est assez intéressant. On a l'apparition de demandes individuelles, et presque des revendications. Regardez, les deux premiers portaient davantage attention à l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des managers, diminuer la charge de reporting. Alors ça c'est intéressant parce qu'on a vu tout à l'heure que quand on interrogeait les managers en tant que managers sur les avantages liés au télétravail, ces thèmes-là sortaient beaucoup moins. Mais quand on les met dans la situation, en quelque sorte, de collaborateurs, eh bien là, ils ont tendance à agir, entre guillemets, comme des collaborateurs. Et ça, c'est important pour les commodités de l'enquête et la présentation
On a parlé de collaborateurs et de managers, mais ce qu'on voit ici, c'est que les managers sont aussi des collaborateurs et qu'ils ont aussi des revendications. J'en cite deux autres. Diminuer le nombre de visioconférences. On a vu qu'ils sont très sensibles à cette impression d'excès de réunions en ligne et tout simplement diminuer la pression pesant sur eux. Autre demande, c'est de s'adapter à la nouvelle donne, mais de ce point de vue, plutôt par le partage entre pairs, c'est l'item qu'on voit cité à 27%, favoriser le partage des bonnes pratiques managériales, que par du coaching ou de la formation. Ce sont des items qu'on voit un peu plus bas, des sessions individuelles et coaching d'accompagnement 18%, ou des formations spécifiques en management 17%. Enfin, dernier point, il y a une demande de gage de confiance et de transparence. D'abord, faire preuve de transparence sur la situation de l'entreprise. Les managers veulent savoir où on est l'entreprise et accorder davantage de confiance aux managers cités par un quart d'entre eux. Et j'en arrive à la dernière question. Et sur cette question qui était adressée une fois encore uniquement aux managers, on leur a demandé s'ils étaient favorables à participer à l'élaboration d'une charte des bonnes pratiques managériales dans le contexte de l'après-Covid. Vous voyez que la réponse est extrêmement claire. Ils sont 86% d'entre eux à se déclarer favorables à y participer, ce qui semble tout à fait logique, puisque vous vous rappelez tout à l'heure qu'on a vu qu'ils exprimaient une demande de formalisation et de redéfinition des règles. Donc, ils sont prêts, évidemment, à y participer. Christophe, c'est à toi. Oui. Alors, le mérite de cette troisième enquête, c'est qu'on a réussi, enfin, c'était un peu une frustration précédemment, de faire s'exprimer les managers. Et ce n'est pas si simple, parce qu'on a bien noté le tiraillement qu'il y a entre « je suis collaborateur, mais je suis manager ». Là, les réponses sont apparues. Et c'est une très bonne chose. Bon, on a envie de leur rendre hommage. Ils ont été très mobilisés, ils ont fait preuve d'agilité, et ils ont fait beaucoup d'efforts, notamment pour maintenir le moral des troupes. Et quelque part, ils ne se plaignent pas, mais ils ont subi. Mobilisés, mais quand même plutôt épuisés. Il y a pas mal d'articles qui en parlent. Ce qui retient notre attention, c'est que le rôle du manager dans le contexte évolue. Bien évidemment, on l'avait déjà évoqué, mais la perte de repères, l'unité de lieu, de temps d'action, mettent à mal les repères habituels. Et sans même revenir au tiraillement dont on parlait juste avant. C'est clair qu'il y a des nouvelles attentes qui arrivent de la part des collaborateurs. On l'a vu, c'est concentré autour de l'autonomie qui a été accordée de facto et qui est sollicitée encore, la confiance, la transparence, on pourrait même rajouter. Et puis, on ne vous apprendra rien, mais c'est évidemment important, le lien social et puis l'informel, le fameux informel qui manque cruellement dans la période. Bon. Bien sûr, les aménagements dont on a parlé, des aménagements sur les espaces physiques, mais qui touchent aussi et beaucoup l'organisation, et très vraisemblablement des nouvelles pratiques à mettre en place, des nouveaux rituels, finalement ce qu'on pourrait appeler l'étiquette, entre guillemets, du nouveau normal. Donc, nouveau rôle, ça signifie bien évidemment de nouvelles compétences, ou plus ou moins des compétences à renforcer. Alors d'abord, le pilotage par les livrables, rien de nouveau, mais accéléré par le contexte avec une demande de moins de contrôle, plus de délégation pour faire le lien avec l'autonomie citée précédemment. Finalement, on arrive à un système un peu dual. Pour résumer, ce n'est pas aussi simple, mais on informe en virtuel et on anime en présentiel. Et ça, ce n'est pas naturel, ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école, ce n'est pas non plus les pratiques qu'on a eues précédemment. Le thème des réunions est revenu et tout le monde plébiscite des réunions donc plus efficaces, on l'aura compris, mais c'est aussi un rôle qui s'ajoute dans l'animation des rencontres et des rencontres des équipes sous toute forme, sans oublier les équipes transverses pour éviter les silos qu'on avait déjà mentionnés dans une enquête précédente. Et on y revient quelque part à un rôle qui est quand même peut-être parfois un peu nouveau, qui est formaliser l'informel. L'organisation entre finalement ce qu'on va faire en présentiel et ce qu'on ferait en distanciel, avec un rôle de planificateur ou de planification très renforcé entre les deux genres, de ce que l'on attend individuellement et ce que l'on peut imaginer collectivement. Et puis, pour revenir sur ce qu'on avait dit précédemment, comment on évalue la performance dans un contexte comme celui-là ? Ça, c'est un vrai sujet, ça mérite de s'y attarder. De la même façon que la reconnaissance, s'assurer de la santé morale au moment où les collaborateurs reviendront plus en nombre dans les organisations, va probablement les mobiliser tout autant. Donc, beaucoup de choses, une fonction qui s'élargit
Et nous sommes convaincus au regard des questions posées, et c'est ce qu'on voulait, on voulait faire s'exprimer les managers, parce qu'il y a eu encore une fois beaucoup d'enquêtes de climat social, etc., qui ont été menées et qui ont permis de toucher du doigt effectivement des sujets, mais les managers finalement s'expriment pas tant que ça, donc on est assez satisfait de ce point de vue et on est convaincu qu'il est indispensable de les accompagner. C'est d'ailleurs ce qui correspond à l'une de leurs demandes formulées. Donc, que ça passe par la refonte des pratiques managériales, l'élaboration d'une charte managériale, on a vu plutôt plébiscitée, ou la redéfinition des modèles de leadership, nous sommes convaincus que les managers ont besoin de se préparer à ce nouveau monde, tout simplement parce qu'ils en sont les principaux animateurs. Je crois qu'on arrive à la conclusion. La conclusion, on l'a faite en fait avec une formule qui est facile finalement à retenir, parce que c'est bien ça le sujet du jour. Repenser les lieux en fonction du travail et le travail en fonction des lieux. Et effectivement, ça permettra probablement d'organiser le monde de demain, ce fameux présentiel et l'articulation avec donc le travail à distance. Je pense que c'est la meilleure reco en une phrase que l'on puisse faire, sans oublier effectivement l'accompagnement que nécessitent et revendiquent les managers. Et donc, on peut passer aux questions-réponses. On a quelques questions. Donc, est-ce que cette enquête donne comme résultat qu'il est souhaitable de généraliser le télétravail? Ah, la bonne question. Alors, je vais vous faire une réponse de Normand que je suis. Oui, parce qu'on voit qu'il y a des bénéfices, notamment en termes de productivité. Et puis, on voit aussi la satisfaction procurée. Côté collaborateur, ça semble une évidence, mais côté manager aussi. Et puis, non, parce que si les conditions finalement matérielles ne sont pas réunies, c'est compliqué. Donc, pour faire une réponse, je dirais qu'il faut probablement que ça reste sur la base du volontariat. Ça va être difficile de l'imposer. D'où, pour revenir à ce qu'on a dit précédemment, l'intérêt pour les entreprises de contribuer à une bonne installation pour favoriser et maintenir les bénéfices finalement de ce télétravail. Et on l'a vu, 70% des entreprises ne l'ont pas encore fait, pour tout un tas de raisons, parce que l'installation est finalement le plus important, et pour reprendre une chaise ergonomique, un écran de bonne taille, une connexion à Internet, une clé 4G ou 5G pour ce faire. Donc, généraliser, oui, mais alors sur la base du volontariat, ce qui est une vraie fausse réponse. Peut-être que je vais avoir encore une vraie fausse réponse, mais la productivité, c'est la question centrale quand même dans la généralisation du télétravail. On voit que sur ce sujet, il y a quand même une perception qui est différente entre les collaborateurs et les managers. On avait déjà vu ça dans nos enquêtes précédentes. Aujourd'hui, on a des enquêtes qui disent, notamment une parue dans les Échos, que ça augmente la richesse produite. Oui, on a vu la même, 22% est écrit de mémoire. Tout ça, est-ce que c'est pour vendre du conseil ou est-ce qu'il y a réellement une productivité? Bon, alors, je vais essayer de modérer les propos. J'ai envie de dire, déjà, je vais te répondre par une question, c'est de quelle productivité on parle? La productivité perçue, la productivité réelle, c'est encore un peu difficile de mesurer tout ça. En revanche, tu as raison de le préciser, il y a une perception qui est évidemment différente entre les managers et les collaborateurs. Néanmoins, tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a une productivité accrue. Et on fait le lien évidemment avec la vie d'avant. Les open space n'ont pas été publicités pour leur gain en productivité, alors que le travail individuel, comme on le disait tout à l'heure, a priori, c'est le cas. Donc, moi, je suis convaincu que cette productivité est réelle parce que on l'avait vu dans les précédentes enquêtes, le temps de transport est réinvesti pour partie dans le temps de travail. Un espace de travail à distance bien construit, c'est de la concentration en plus et voilà, on est efficace. Donc oui, il y a de la productivité. Maintenant, il va falloir la pérenniser, la maintenir. Et là, on a vu qu'effectivement, les conditions matérielles permettaient de le faire. Mais globalement, c'est du gagnant-gagnant pour répondre à la question. Même si c'est difficile de mettre un chiffre, on voit beaucoup de choses circuler, mais oui, la productivité, la mesurer, il reste encore un peu à voir comment la mesurer réellement. Oui, parce que là, on fait une moyenne, mais elle n'est sûrement pas homogène, cette productivité, en fonction des collaborateurs. Et ça va dépendre des organisations, ça va dépendre aussi de leurs activités. C'est évidemment pas la même chose quand on a des sociétés qui sont 100% entre guillemets col blanc et quand on a des usines d'un côté et des bureaux de l'autre, bien évidemment. Mais néanmoins, il n'y a pas de doute sur la réponse, il y a bien une productivité observée et ce n'était pas gagné d'avance, donc c'est quand même intéressant de le rappeler.
Alors, on va passer à une dernière question. Ouais. En tant que spécialiste des organisations, qu'est-ce que vous concrètement vous recommandez pour s'adapter à ce nouveau présentiel? Alors, pour la période et pour parler concrètement, on parle bien d'un sujet de transformation et de conduite du changement. Donc, partant de là, je dirais 3 choses. La première, c'est que il faut passer probablement par une étape d'analyse et suffisamment fine. Dans la période, moi, je serais partant de recommander de mettre du lean management dans les ressources humaines, c'est-à-dire de tendre le micro, dit autrement, à la fois aux collaborateurs et aux managers pour voir ce qu'ils ont en commun, ce qu'ils ont aussi de différent, quelles sont leurs attentes pour pouvoir organiser demain. Je crois que voilà, la période est peu propice à du top-down. Il faut laisser la parole aux gens, d'autant que on le voit bien quand on le fait, il y a de très bonnes idées qui émergent et qui feront effectivement la productivité, pour revenir à ce qu'on disait précédemment. Donc, une étape d'analyse, ne serait-ce que pour prioriser les sujets, ce qu'on a vu, ils sont quand même nombreux, ils sont multiples et on ne peut pas tout faire. Donc, voilà, une étape d'analyse et une étape de priorisation en étant à l'écoute, dans un premier temps. Un deuxième, dans toute étape de transformation, il va falloir prendre conscience et puis s'approprier. Mais tout ça, ça passe finalement par de la co-construction. Quand on voit le résultat de l'enquête, où on s'aperçoit que 47%, si je me rappelle bien, des managers pensent avoir des compétences ou des pratiques à acquérir. Quand on voit de l'autre côté qu'on a 86%, je crois, de répondants qui pensent qu'il faut mettre en place une charte demain, notamment sur les pratiques managériales, on entend bien qu'il y a une étape de co-construction et qu'elle doit être favorisée. Alors, ça peut se faire à travers notamment des workshops pour pouvoir partager. Je pense que, encore une fois, c'est important que chacun puisse partager et découvrir les difficultés auxquelles il est confronté, d'échanger avec ses collègues pour ce faire, pour pouvoir finalement, au bout du bout, soit mettre en place un guide des bonnes pratiques, soit revoir son modèle de leadership, peu importe la forme qui en découle. Finalement, c'est de laisser s'exprimer pour pouvoir créer les meilleures conditions pour demain. Et puis, comme toute étape de transformation, il y aura besoin probablement d'accompagnement, d'accompagnement qui soit individuel ou collectif pour effectivement pérenniser ce qui va être mis en place dans ce monde hybride. Voilà ce qu'on peut dire, je pense, concrètement. Ok, merci. Juste une dernière remarque avant de se quitter. On a eu une remarque d'un participant qui dit qu'il faut faire le distinguo entre les producteurs qui ont besoin d'outils et machines et les concepteurs pour l'adaptation au télétravail. Donc, bien sûr, évidemment, là, on parle des fonctions qui peuvent être télétravaillées et ce n'est pas le cas de toutes. Et bien sûr, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse unique. En revanche, on peut poser un diagnostic et puis trouver des solutions. Ça fait un petit moment qu'on travaille sur ces sujets. On voit bien d'une industrie à l'autre, d'un secteur à l'autre. Évidemment, il y a des sujets communs, puis il y a des spécificités. En tout cas, il y a des choses pratico-pratiques à mettre en place. Et ça, on peut les déceler assez bien en tendant le micro, pour revenir à ce que je disais. Et du coup, trouver la meilleure solution pour son hybride. Pas l'hybride, mais son hybride, celui dont on a besoin. OK. Merci Jean-Philippe, merci Christophe. Donc, on se quitte à l'heure et on se retrouvera sans doute au deuxième semestre. On a pris l'habitude de faire deux webinaires RH dans l'année. Donc, peut-être même on pourrait en faire 3. On vous tiendra au courant. Volontiers. Merci pour votre participation et bonne fin de journée. À très bientôt. Merci à bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.